gens sont venus. Oui, je vais donc vous parler du système solaire en général et plus particulièrement on verra ce que l'année précédente ou les années précédentes ont pu nous amener. Alors, le système solaire se compose d'une étoile, le Soleil. Dès qu'on fait intervenir une deuxième étoile, c'est qu'on est sorti du système solaire. Il y a 8 grosses planètes. Il y a des planètes naines, dont Pluton, qui était la 9e jusqu'en 2006, et qui a été rétrogradé. Alors, heureusement, son découvreur était mort 2-3 ans avant. Sinon, ça l'aurait achevé. Alors, il y a de nombreux autres corps célestes. En voici un, Gaspra, qui fait une quinzaine de kilomètres dans sa plus grande dimension. C'est un astéroïde. Il y a des comètes. En voici une. Alors, elle a été découverte le 30 décembre 2009. Alors, j'aime bien la montrer parce que le 30 décembre, c'est mon anniversaire. D'autres corps dont nous parlerons plus loin, comme les étoiles filantes ici. Alors, nous sommes sur la Terre. La Terre, la voilà donc vue par Météosat 10 en 2012, donc l'an dernier. C'est une petite planète dont le diamètre moyen est de 12 742 km. Elle est entourée d'une atmosphère qui s'étend jusqu'à environ 300, 400, 500 km. Mais vous savez que dès qu'on va dans l'Everest, on respire assez mal. Et là, on n'est qu'à 6 km de distance. Alors, c'est dans cette mince couche d'atmosphère que nous vivons, que la vie s'est, disons, développée. Alors cette atmosphère, elle est composée de 77% d'azote, 21% d'oxygène, 1% d'eau, moins d'1% d'argon, et puis des traces d'autres corps, où le gaz carbonique domine. En partant du centre, nous trouvons, comme vous le voyez, un noyau interne qui est solide, qui fait environ 1250 km de rayon. Passé ce noyau interne, nous allons trouver le noyau externe qui lui est liquide. Il y a des courants de convection à l'intérieur qui entretiennent notre champ magnétique. Ce n'est pas ça qui l'a créé, mais ça l'entretient. Et là, ça s'étend jusqu'à 2900 km. Après cela, on va trouver le manteau. Alors, je ne l'ai pas précisé, le noyau interne, il est surtout fait de fer et de nickel. Le noyau externe, c'est surtout des composés ferromagnésiens. Alors, le manteau, lui, va s'étendre jusqu'à une centaine de kilomètres sous la surface du globe. Je vais quand même détailler un petit peu plus. Donc, nous avons la lithosphère, donc qui est la couche qui est sous la croûte proprement dite. Sous les continents, c'est une couche assez mince, d'une quarantaine de kilomètres d'épaisseur et d'une soixantaine sous les océans. Alors, cette route, elle est constituée d'un système de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, à des vitesses qui se comptent du centimètre à la dizaine de centimètres par an. Le diamètre équatorial de la Terre est de 12 756 km. Elle est légèrement aplatie sur les pôles et son diamètre polaire mesure 43 km de moins. On définit sa forme à partir d'un ellipsoïde de révolution. Alors on aurait pu prendre simplement le rayon, petit a, et
et puis le rayon polaire petit b. Mais en fait, on a choisi de définir l'ellipsoïde à partir donc de petit a le rayon et de l'aplatissement qui s'exprime comme le rapport de a moins b sur a. Alors la valeur qui est retenue actuellement, c'est a égale 6 378 136,3 mètres. Et l'aplatissement, lui, il est de 1 sur 298, 257. On l'a retouché la dernière fois en 1992, mais on n'a pas tellement l'air de vouloir le retoucher maintenant. L'ellipsoïde dont on vient de parler diffère de moins de 100 mètres du géoïde, c'est-à-dire c'est la forme qu'on obtient en prolongeant les mers de leur niveau moyen, même sous les terres. Alors, ce que ça donne, c'est que, si on regarde ce petit schéma, la Terre a la forme d'une poire, en gros. Au pôle Nord, le géoïde dépasse l'ellipsoïde de 19 mètres, et là, on a un trou comme dans le bout de la poire, qui est de 26 mètres. Quand on regarde encore un peu plus en détail, on voit que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des creux et des bas. Vous voyez, nous, on est sur, en gros, une bosse de la Terre. Alors que si on regarde dans l'océan Indien, c'est un creux. Mais bon, évidemment, tout ça est très exagéré. C'est toujours de l'ordre de quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Il y a du volcanisme sur Terre, c'est une chance. C'est ce volcanisme qui remet dans l'atmosphère de la vapeur d'eau et du gaz carbonique, donc qui entretient l'atmosphère. D'autre part, les plaques bougent, se rencontrent. Voilà, le Tibet, c'est un bel exemple de deux plaques qui sont en train de se rejoindre, ce qui fait monter, ce qui donne des pics, et ce qui fait que la surface de la Terre n'est pas absolument plate. Et c'est aussi très important pour que ça continue à vivre. Puis il y a de la glace, beaucoup de glace. L'océan Arctique, donc vous savez que malheureusement, sa glace, il est en train d'en perdre une grosse partie. Donc, en résumé, pas mal d'eau sur la Terre et, comme je l'indique, toute proportion gardée. Alors, toute l'eau terrestre représenterait, là, il y en a une qui a été sautée, oui, la quantité d'eau terrestre aurait un diamètre de 1385 km. Vous voyez, tout ça, ça ferait 1385 km. Ça ferait une profondeur moyenne de 3800 mètres. L'eau douce aurait un diamètre de 270 km. Et l'eau de tous les lacs et rivières ne représenterait qu'un diamètre de 56 km. Alors vous voyez, ce sont des chiffres assez gros, mais toute proportion gardée, c'est pas si énorme que ça. Alors autour de la Terre tourne la Lune. La Lune s'est formée, on en est de plus en plus convaincu, par la rencontre d'un corps de taille martienne qui a frôlé la Terre, a fait exploser la surface de la Terre. Les parties les plus lourdes se sont fondues avec la Terre et les plus légères sont restées en orbite pour former la Lune que nous connaissons. Donc, taille comparée, pour la Lune, 3476 km, toujours comparé à la Terre. Bon, nous voyons de la Terre la face visible de la Lune. Alors, la face visible parce que la Lune, qui n'est pas totalement symétrique, même si elle l'est beaucoup plus que la Terre, eh bien, au cours du temps, c'est positionné dans une position déterminée par rapport à la Terre, et nous en voyons toujours la même demi-face.
une partie de la face cachée. Voilà, là on est sur la mer des Crises qui est sur la face visible, le cratère Langrenus bien connu de tous ceux qui observent. Et puis nous avons ici deux mers sur la face cachée, mer marginale et mer de Smith. La face cachée est vue donc un petit peu plus loin encore, toujours mer marginale, mer de Smith, et vous voyez un grand nombre de cratères. Il y a peu de mer sur la face cachée de la Lune. Si nous regardons les deux faces, alors vous avez, par rapport, disons, à la moyenne, vous avez les régions qui sont plus basses, enfin moins épaisses, et les régions qui sont ici plus épaisses. Donc sur la face visible, des régions plus basses par rapport au centre, et sur la face cachée, des régions plus hautes, sauf vers le pôle sud, où nous avons un creux. En gros, si vous représentez la Lune, il faut la voir, en exagérant énormément, comme un œuf. Vous avez la partie bombée de l'œuf qui est dirigée vers la Terre, et la partie la plus allongée qui est à l'opposé. Bon, quelques cratères. Alors les cratères, dans leur immense majorité, mais quasiment la totalité, sont d'origine météoritique. C'est-à-dire, ce sont des gros cailloux, des gros rochers qui sont tombés sur la Lune et qui ont percé des cratères. L'un des beaux et relativement jeunes cratères, Copernic, il est jeune, il n'a qu'1 milliard d'années. La texture de la Lune, vous voyez ici le pas d'un astronaute, sous son poids, il a laissé une empreinte d'environ 1 cm. Donc ça ressemble un peu à du sable mouillé, sauf qu'il n'y a quasiment pas d'eau sur la Lune. Un tout petit peu, on va en parler un petit peu plus loin. Et pour faire disparaître cette empreinte, si c'était sur Terre, il suffirait d'attendre la prochaine marée, et il n'y aurait plus de traces. Là, il faudra en gros 10 millions d'années. Il n'y a que les toutes petites météorites qui, à chaque fois qu'elles tombent, vont faire un petit trou, bouger un petit peu de sable, et donc 1 million d'années par millimètre. 1 centimètre, donc 10 millions d'années. Sur Terre, nous avons aussi des cratères d'origine météoritique. Voici le météocratère en Arizona. Si nous le regardions de la Lune, ça serait un tout petit quelque chose. Là, on ne le regarde pas de la Lune, on le regarde d'avion. Sur la Lune, il serait la limite de perception. Il fait 1,250 km de diamètre. Nous avons aussi de tout petits cratères. Là, vous avez une bille lunaire qui fait environ 1 mm de diamètre. Et là, vous avez un petit cratère de quelques microns. Donc, vous voyez, il tombe des météorites de toute taille sur la Lune. Alors, voici quelques échantillons de ce lunaire. Vous voyez beaucoup de billes. Alors, pourquoi beaucoup de billes? Eh bien, lorsqu'une météorite arrive, elle tombe à un endroit, il se produit donc de chocs qui échauffent le terrain, et donc le sol se volatilise, et puis il va, en se refroidissant, se recondenser, il va se recondenser en petites billes. Alors Kaluga, la sonde japonaise Kaluga, a étudié la gravitation de la Lune. Alors sur la face visible, vous voyez, il y a des excès de gravitation surtout, et en bleu des défauts de gravité. Alors on interprète ceci en disant que lorsque la Lune s'est formée, elle était beaucoup plus proche de la Terre, de petites différences dans son intérieur ont fait que les parties les plus denses sont dirigées vers la Terre, pendant que les parties les moins denses allaient vers la Terre. Et puis, comme au cours de
son mouvement, elle a ralenti, elle s'est figée de plus en plus en conservant une face visible assez dense, une face cachée moins dense, et ça explique les différences qu'on voit entre la face visible et la face cachée dont nous parlions tout à l'heure. Une grande question, existe-t-il de l'eau sur la Lune? Alors c'est une question qu'on se pose depuis bien longtemps, mais on a commencé les premières mesures avec la sonde Clémentine en 1994, et jusqu'en 2009, on a obtenu de nombreux résultats contradictoires, comme c'est le cas la plupart du temps. On a fait tomber la Smart One, un petit satellite sur la Lune, le 3 septembre 2006, on n'a rien constaté. Donc là, pas de traces d'eau. Mais sur la Lune, il y a des régions qui restent tout le temps dans l'ombre. Et donc, on s'est dit, on pourrait peut-être trouver des signes de glace dans ces régions qui ne sont jamais éclairées. Donc on a cherché, et la sonde L-CROSS s'est écrasée le 9 octobre 2009 sur le cratère Cabeus. Et là, on a constaté, au moment de l'impact, qu'il se produisait une pluie, c'est-à-dire de la vapeur qui montait, et l'analyse a montré qu'il s'agissait bien de vapeur d'eau. Donc, on avait trouvé un tout petit peu d'eau. Au fond du cratère Stapleton, proche du pôle sud, on pense qu'il pourrait y avoir de la glace, mais là, on n'en est pas encore tout à fait sûr. Par contre, on a également trouvé des traces d'eau dans le sol moyen de la Lune. Et vous voyez, c'est pas beaucoup de choses, c'est 1 kg d'eau par tonne de surface lunaire. Donc c'est vraiment extrêmement peu de choses, mais il y a quand même de l'eau. Donc la Lune n'est pas encore totalement sec, bien qu'elle soit 10 fois plus sèche que tous nos Sahara et autre chose, tous nos déserts. Alors, allons vers le centre du système solaire. Nous y trouvons le Soleil avec sa surface qu'on appelle la photosphère. Alors, la photosphère, ce n'est pas vraiment une surface, c'est une épaisseur d'environ 300 km. Et cette épaisseur suffit pour absorber les rayonnements produits par le Soleil, et ça nous donne l'illusion d'une surface. Sur cette surface, on trouve des taches, on trouve des facules, des régions un peu plus brillantes qu'on voit là autour des taches. Alors, les taches, ça veut dire, c'est au lieu d'être à 6000 degrés comme ça l'est en moyenne, on n'est plus qu'à 4500 degrés. Les facules, au contraire, plus brillantes, sont un peu plus chaudes, ça va jusqu'à 20 000 degrés. Alors, une tache, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, la région sombre, à 4500 degrés. Tout autour, on rejoint la photosphère normale. Et la photosphère, elle est divisée en un tas de petites cellules, ayant chacune environ la taille de la France, et qui vivent en gros un quart d'heure. C'est un petit bouillonnement continu de la surface du Soleil. La chromosphère, qui est la zone juste au-dessus de la photosphère, où nous voyons que ce qui est des facules, ce qui entourait les taches, sont devenues beaucoup plus brillantes, et les taches elles-mêmes ont disparu, c'est-à-dire que les taches sont vraiment, c'est ce qui se passe au niveau de la photosphère, et les facules, les régions brillantes, sont au-dessus. Voilà un détail, vous voyez, détail de la chromosphère avec
de grands jets qui s'en vont dans l'espace. Et puis là, il y a des petites choses au niveau de cette chromosphère. Et puis, en continuant, nous avons ici, dans la couronne solaire, une éjection massive de matière. Alors, on la voit à la fois ici, et la voilà vue vers la surface du Soleil, dans le domaine des rayons X. Alors, le Soleil en rayon X, la semaine dernière, là, il était particulièrement actif. La couronne solaire qui s'étend dans l'espace sur des distances extrêmement grandes. Elle diminue en densité rapidement, mais elle s'étend tellement loin qu'on peut dire que sur Terre, nous sommes dans la couronne solaire. Alors voilà, en partant du centre du Soleil, nous avons le noyau, où dans cette région, 4 atomes d'hydrogène vont former un atome d'hélium et libérer beaucoup d'énergie. Donc, nous allons trouver à partir de là une zone dite radiative, et quand la densité sera devenue suffisamment faible, nous aurons une zone convective. Et puis, ensuite, il y aura un certain nombre de choses, mais pour vous dire les choses, c'est que l'énergie qui se produit dans le noyau, elle ne va pas arriver en 5 minutes à la surface du Soleil. Il faudra un temps de l'ordre du million d'années. Par contre, nous avons des particules, les neutrinos, qui eux ne sont pas arrêtés par la matière du Soleil. Donc, comme ça fait 700 000 km en gros, et qui voyagent à la vitesse de la lumière, il en faut 2 secondes pour arriver à la surface. Et ensuite 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Alors ceci pour dire que comme nous ne voyons pas de différence entre ce que les informations fournies par les neutrinos et ceux fournis par la matière, par le rayonnement qui se passe dans la matière, ça veut dire que le Soleil n'évolue pas terriblement, et donc, en particulier, on n'a aucune chance de le voir exploser dans les années qui viennent, ou changer de régime. Le système solaire s'étend assez loin. En gros, d'un point de vue purement gravitationnel, il va s'étendre jusqu'à temps qu'une autre étoile empêche, disons, l'action gravitationnelle du Soleil. Alors l'étoile la plus proche, c'est Alpha du Centaure, à un peu plus de 4 années-lumière. Donc l'effet gravitationnel va se faire sentir, comme c'est une étoile qui ressemble à la nôtre, ça va se faire sentir jusqu'à environ 2 années-lumière. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que le Soleil, il envoie des particules dans l'espace et il en reçoit de l'extérieur. Donc, nous sommes avec le Soleil dans une cavité magnétosphérique, un héliosphérique, on l'appelle donc l'héliopause. Et nous regardons jusqu'à quelle distance ça nous mène. On a vu qu'on avait largement dépassé la distance du radius. Et donc tout le système solaire est bien compris dans l'héliosphère. Une fois passé le Soleil, nous rencontrons Mercure. Alors Mercure, vous voyez, 4880 km de diamètre. L'intérieur de Mercure, nous avons une croûte assez épaisse, un noyau interne sûrement solide, un noyau externe liquide. Ce qui nous a fait penser à cela, c'est que Mercure a un champ magnétique 100 fois plus faible que celui de la Terre, mais néanmoins existant. Donc pour cela, il faut quelque chose pour entretenir ce champ. Et donc ça nécessite
des mouvements de matière liquide dans le noyau. Mercure se déplace de façon assez curieuse autour du Soleil, c'est-à-dire que Mercure fait deux tours autour du Soleil pendant qu'il fait 3 tours sur lui-même. Ça sera plus net, hein. Vous voyez avec ceci, regardez le petit point, et vous voyez qu'il change de sens tous les 2 tours. Alors nous connaissons un peu mieux Mercure depuis Mariner 10, mais surtout maintenant depuis qu'on a envoyé Messenger. Alors qu'est-ce qu'on constate à la surface de Mercure? Il y a de très nombreuses falaises qui se sont d'ailleurs formées après les cratères, puisque vous voyez ici, vous avez un sillon qui passe dans un cratère. On pense que Mercure, c'est un peu, en se refroidissant, s'est contracté un peu comme une orange que vous laisseriez se dessécher n'importe où. Et donc, il a subi des déformations et il y a de très nombreuses failles à sa surface. Voilà des cratères, un beau cratère assez jeune, le cratère de Bussy, 85 km. Vous voyez de la matière qui s'en va dans toutes les directions. C'est ça qui nous atteste la jeunesse de ce cratère. Ce sont ces lignes qui s'en vont un peu partout. Un plus petit, le cratère elliptique Tagnon, qui ne fait que 34 km, c'est le nom d'un pâtre qu'on a donné, et cette photo date du 1er mai, c'est-à-dire il y a un mois et demi. Il est elliptique, c'est assez rare, ça veut dire que la chute a dû être très tangentielle. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que la météorite qui perce le cratère arrive, envoie donc un champ assez violent, elle explose, fait exploser le sol autour d'elle, et donc ça donne quelque chose de bien rond. Donc pour que ça soit elliptique, il faut un choc très tangentiel. On verra que sur Vénus, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est autre chose. Alors cette sonde, donc se promène aujourd'hui autour de Mercure. Elle nous en donne de très nombreuses vues qui sont les plus précises qu'on ait jamais eues jusqu'à présent. Et en particulier, on a maintenant des vues complètes de Mercure, ce qu'on n'avait pas du tout. Là, vous voyez, ce sont les nombreuses failles dont on parlait. On voit, elles sont bien orientées. Il y a eu un choc particulier qui a orienté toutes ces failles. Voilà la face dite inconnue, celle que Mariner 10 ne nous avait pas permis de voir en détail, en particulier le bassin de la chaleur, Caloris Basin, qui donc correspond, vous avez vu dans le déplacement de Mercure, ce sont les mêmes points qui reviennent en face du Soleil. Ce sont les mêmes points ou ceux exactement à l'opposé. Donc, si un point est dirigé vers le Soleil et dirigé vers le plus proche du Soleil, vers le périhélie, c'est lui qui recevra le plus de chaleur. Donc, ça nous donne des endroits qui sont un peu plus chauds que le reste. Hein. Au périhélie, on reçoit sur Mercure 2,3 fois plus de chaleur que lorsqu'on est au plus loin de Mercure, c'est-à-dire à l'aphélie. Une vue en fausse couleur de Mercure en entier grâce aux nombreuses photos qu'on a. Vous avez encore le bassin de la mer ici.
Abandonnons Mercure, et nous arrivons à Vénus qui a presque la taille de la Terre, vous voyez, 12 104 km. Et bon, on ne voit jamais Vénus comme ceci, simplement parce qu'elle est toujours entourée par une couche de nuages qui nous en dissimule la surface. Et contrairement, quand on regarde la Lune ancienne, la Lune est brillante lorsqu'elle est en pleine Lune. Mais comme pour Vénus, eh bien, notre distance relative va varier. C'est pas du tout quand on est en pleine Lune, c'est à peu près comme ça qu'elle est la plus brillante. 2 jours avant, 2 jours après, un quartier. Bon, donc voilà les nuages qui entourent Vénus et qui nous dissimulent sa surface. Et si maintenant nous faisons des vues, disons, dans l'infrarouge, ce rayonnement va pouvoir traverser les nuages et donc nous montrer à quoi ressemble réellement Vénus. Là, les couleurs ont été données à partir de sondes soviétiques qui s'étaient posées sur Vénus et qui avaient survécu quelques heures. Voilà donc en gros à quoi ressemble la surface de Vénus. Les zones en plus bleues sont les zones les plus basses, et les zones en jaune, rouge et même blanc ici pour le mont Maxwell, ce sont les zones les plus élevées. Voilà quelques noms pour ceux qui s'intéressent à la surface de Vénus. Vénus est, disons, beaucoup plus uniforme en profondeur que la Terre. 50% de la surface est à moins de 500 mètres du niveau moyen. Et seul le mont Maxwell arrive à quand même 11 km d'altitude. Alors, le volcan Matmos, qui s'élève jusqu'à environ 8 km d'altitude, c'est un volcan. Alors des cratères qui vont, disons, de 37 km à 65 pour celui-là. Et là, vous voyez, c'est plus non plus des cratères très circulaires. Là, nous sommes dans le cas où nous avons une atmosphère très épaisse. Donc, quand une météorite arrive, eh bien, elle va être freinée par l'atmosphère et va donc laisser une trace de sa direction. Ce qui ne se produit jamais avec les autres planètes ayant des atmosphères moins denses. Alors, nous repassons devant la Terre et la Lune. Puis, nous trouvons la planète Mars, qui est un peu plus de la moitié de la Terre, 6780 km de diamètre. Mars, vue de la Terre par le télescope spatial. Nous trouvons sur Mars le plus grand volcan connu du système solaire, Olympus Mons, qui fait 650 km de diamètre et près de 25 km de haut. Alors aussi, Valles Marineris, qui est un vaste canyon qui s'est formé sur Mars il y a environ 3,7 milliards d'années. Alors le sol martien dans la région de Twin Peaks, vous voyez, c'est un sol recouvert de rochers de toute taille. L'engin Opportunity au bord du cratère Endurance. Il y a 2 calottes polaires australes et boréales suivant les saisons. Ces 2 calottes sont constituées essentiellement de glace d'eau avec, pendant l'hiver, un petit peu de glace carbonique qui est au sommet. Il faut
il faut beaucoup plus de froid. Hein, ça ne gèle le gaz carbonique à moins 80 degrés. Voilà des brumes. Des brumes ici. Et là, des brumes au lever du soleil. Bon, tout ça montre qu'il y a de l'eau. Voilà dans la plaine d'Utopie pendant l'automne et la même plaine pendant l'hiver. Donc il y a du givre, en quelque sorte il a neigé quelques microns de glace. Le cratère Yuki, environ 16 km de diamètre, et ce qui nous intéresse c'est surtout la peau qu'on appelle en forme de peau d'éléphant. Alors ça traduit quoi? Ça traduit le fait que la météorite qui a percé ce cratère a réchauffé toute la région et ce qu'il y avait en dessous c'était de la boue. Et ensuite, cette boue s'est refroidie et ça donnait ces structures en peau d'éléphant. Des traces fluviatiles, c'est-à-dire d'un liquide qui a circulé à la surface de Mars. Et aujourd'hui, nous sommes totalement convaincus que ce liquide, c'était de l'eau. Et nous en avons des preuves, disons, maintenant quasiment chaque jour. Ares Vallis, là, vous voyez, on voit bien un liquide qui est passé là, enfin, qui allait plutôt dans ce sens, puisqu'il a laissé des dépôts à l'arrière. Un Romatum Chaos, là nous avons où il y a eu du volcanisme sous-jacent, où une météorite est venue percer vers cet endroit, ça a liquéfié la boue qui était en dessous, qui est partie pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois à la surface de Mars. Voilà une structure qui montre bien qu'il a pu y avoir de l'évaporation. Et ici, nous voyons les deux hémisphères de Mars qui ont l'air bien différents, un très lisse et un très rugueux, et ceci est considéré aujourd'hui comme les vestiges d'un océan martien. Alors ceci à partir de données des 2 dernières années. Voilà, le voile. Ah, tiens, ça a décidé de passer tout seul. On va revenir en arrière. Voilà donc ce qui devait être cet océan martien il y a quelques milliards d'années. Alors c'est là où la sonde Curiosity s'est posée sur Mars, dans le cratère Yale. Alors elle a été lancée le 26 novembre, et vous voyez, demain, elle sera sur Mars depuis 1 an. Vous donner les dimensions, s'il te plaît? Oui, on va les voir tout de suite. Voilà. Nous avons eu les 2 techniciens. Alors nous avons eu une planche à roulettes, Rocky, qui faisait 50 cm de long. En 2003, nous avons eu 2 autres engins se déplaçant à la surface de Mars, Spirit et Opportunity, dont nous avons vu une vue tout à l'heure, et Curiosity, qui lui est un engin nettement plus important. Ça fait une grosse auto, un petit camion. 1 tonne environ. Alors quelques roches qu'a vu Curiosity l'an dernier. Et puis, voici, on s'amuse avec Curiosity à faire des trous dans les roches martiennes. Alors quel est l'intérêt? Là, vous avez un trou de 1,6 cm sur 6 capes de profondeur. C'est un laser qui envoie de l'énergie vers une roche
ça volatilise la roche, donc il se produit un nuage gazeux, et vous avez un spectromètre qui analyse ce qu'il y a donc dans ce nuage gazeux, donc dans la roche. Donc on a maintenant des mesures très fines de la composition de Mars. Alors voilà par exemple, on a trouvé donc vous voyez, les échantillons, ça fait 10 cm jusqu'à là. Donc on a trouvé des sulfates qui montrent de façon nette la présence d'eau. Et il y a même des optimistes qui estiment qu'ils ont mis en évidence de l'eau liquide qui coulerait encore aujourd'hui. Bon. Mais il faut pour cela s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Et ça serait quand même très important parce que s'il y avait de l'eau liquide, il pourrait bien y avoir encore de la vie. Alors, voilà curiosité à Rottnest, à la fin de l'an dernier, et vous avez le mont Sharp qui se profile dans le lointain. Et nous avons autour de Mars 2 satellites, Phobos, qui fait, décidément il marche tout seul, qui fait 28 km sur 22 sur 18, il est représenté par un ellipsoïde 3 axes, et Deimos, plus petit, qui ne fait que 15 km dans sa plus grande dimension. Alors Phobos a la mauvaise manie de tourner moins vite que sa planète, donc il est ralenti, il se rapproche donc de la planète et il finira par s'y écraser d'ici une petite centaine de millions d'années. Il donnera donc un petit anneau autour de Mars. Bon, Deimos non, Deimos est bien plus lointain, et donc n'a pas ce problème. Il tourne en 30 heures autour de la planète, donc pas de problème. Après cela, on entre dans la zone des astéroïdes. On appelait jadis ça la zone des astéroïdes, on appelle ça maintenant la zone des astéroïdes intérieurs, parce qu'on en a une deuxième, dite extérieure, ou ceinture de Kuiper. Alors regardons donc déjà le plus grand de ces astéroïdes intérieurs, c'est Cérès. On estime que nous avons une croûte, avec tout de suite sous la croûte, une couche de glace d'eau, et après cela, un noyau rocheux. Alors une sonde a été envoyée en 2007, la sonde Dawn, qui s'est déjà mise en orbite autour de l'astéroïde Vesta en 2011. Elle l'a quitté l'an dernier. À la même époque, je me demandais, puisqu'elle aurait dû partir en août, et que ma dernière conférence était justement en août, si elle était partie ou pas. Non, elle n'est partie que le 5 septembre 2012, et elle se dirige maintenant vers Cérès, qu'elle atteindra en février 2015. Donc je vous reparlerai de ce qu'on a appris en 2015. Alors voilà Vesta, vue par Dawn, à 41 000 km d'altitude, et plus proche, à 5200 km d'altitude. Alors voilà en comparaison les tailles de la Lune, de Cérès et de Vesta. Donc ici, vous voyez, 530 km pour Vesta, 950 pour Cérès et 3500, comme je l'ai déjà dit, pour la Lune. D'autres sont astéroïdes, il y a la Diaspora, on a vu tout au début qui fait 15 km, Ida qui en fait une cinquantaine, et autour d'Ida, on a vu qu'il y avait un petit satellite qui n'en fait que 2. Ça semble curieux au début, mais la plupart de ces astéroïdes ont des satellites. Mathilde qui fait 55 km en gros, et Rose qui en fait un petit peu plus, qui est un peu en longueur, qui a été très utile il
il y a environ près de 2 siècles, pour mesurer les distances dans le système solaire, car comme il passait assez proche de la Terre, on a pu faire de la triangulation et donc bien déterminer sa distance. Un tout petit astéroïde qui a été donc photographié, si on peut dire, par la sonde Hayabusa, une sonde japonaise, en 2005. Vous voyez, il fait 1,5 km sur un quart de kilomètre en gros. Ici, le plus petit détail mesure 6 mm. Alors, il a eu de nombreux déboires, mais il a ramené des échantillons de là où il était. Et ces échantillons montrent que la surface correspond à une chondrite, c'est-à-dire une météorite assez primitive, très poreuse. En fait, c'est des choses qui agglutinaient, mais tenant lâchement. C'est trop petit pour qu'il y ait une attraction assez forte. Alors après ça, nous passons à Jupiter, qui est le géant du système solaire, avec près de 140 000 km de diamètre. Le voilà, avec sa fameuse tache rouge, dans laquelle on fait tenir 3 terres, qu'on connaît depuis environ 4 siècles maintenant, et qui s'auto-alimente à partir d'autres cyclones plus petits. La voilà. Donc, vous avez ici un autre cyclone beaucoup plus modeste, mais qui fait quand même une poignée de la taille de la Terre. Alors, sur Jupiter, on trouve une couche nuageuse, c'est ce qu'on voit de Jupiter, c'est en gros 250 km de nuages. Sous cette couche, on va trouver une atmosphère gazeuse, d'hydrogène surtout, et d'hélium. Et puis, la pression atmosphérique et la température augmentant, on va trouver la même chose sous forme liquide. Et puis, la pression augmentant encore, vers 2 millions d'atmosphères, l'hydrogène devient métallique, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un métal. Il conduit l'électricité en particulier. Et au centre, un noyau solide d'une vingtaine, trentaine de terres. Jupiter a un anneau, il en a même 2. Le deuxième n'est pas visible là, il est beaucoup plus ténu. Et autour de Jupiter tourne un certain nombre de satellites. Voici 3 des plus gros. Vous voyez que le plus proche, Io, fait 4 tours, pendant qu'Europe, le deuxième, fait 2 tours, et Ganymède, lui, fait 1 tour, pendant que Io en a fait 4. C'est une liaison mécanique, et en particulier, ça va expliquer pourquoi nous avons énormément, vous voyez, ça, ce sont des volcans d'éruption qu'on observe, voilà. Pour Io, la température avoisinante est de l'ordre d'une vingtaine de degrés dans ces volcans. Et cette température, alors qu'on est à moins 150 dans cette région, ceci est créé par les tiraillements que supporte Io, d'une part de Jupiter et d'une part d'Europe et de Ganymède, qui essaient chacun de le sortir de son orbite. Donc, ça fait une déperdition d'énergie, et ceci donc crée un volcanisme assez particulier. Voilà un volcan, le volcan Loki, qui s'élève à 100-150 km d'altitude. Europe ensuite
Europe est un petit corps glacé, extrêmement lisse. À l'échelle, il est plus lisse qu'une boule de billard. Vous voyez toutes les striures que vous voyez là. Si vous marchiez à la surface d'Europe qui est glacée, eh bien, vous ne verriez pas de différence. Hein, il n'y a pas de ponte, de choses comme ça. C'est vraiment très lisse. Alors, voilà comment on explique aujourd'hui ce qui se passe dans cette région. Nous avons donc la surface gelée. En dessous, une couche d'eau liquide. Vous voyez au départ, voilà la coupe de glace, un océan liquide sous la glace, puis un intérieur rocheux, à peu près l'impression de quelque chose qui ressemble à la Terre. Donc il y a des systèmes de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Callisto, le dernier des 4 satellites galiléens, qui a une distance plus importante, qui a presque la même taille que Jupiter, mais qui n'a quasiment pas évolué depuis l'origine. Toutes les petites taches que vous apercevez ici, ce sont des petits cratères récents, donc ça a percé la croûte, il y a l'eau liquide qui est remontée, et donc qui en gelant donne ces surfaces plus claires. Et puis avec le temps, ils vont vieillir et devenir sombres. Alors, après, environ 120 000 km de diamètre, nous trouvons Saturne. Ben voilà, la planète dite aux anneaux, bien qu'on ait découvert depuis que toutes les planètes géantes avaient des anneaux. Alors la voilà comme on ne peut jamais la voir vue de la Terre, puisque vous voyez, le Soleil étant par là, et Saturne 10 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, pour voir l'ombre sur les anneaux, il faut passer de l'autre côté. De nombreuses tempêtes sur Saturne, on en voit ici une énorme. Et vous voyez, l'anneau était vu pratiquement par la tranche ici. Là, c'est l'ombre de l'anneau à des anneaux sur la planète. Alors on trouve, ça ressemble à Jupiter, une couche nuageuse, hydrogène et lié au liquide, hydrogène métallique et toujours, alors plus des glaces, un noyau solide un peu plus petit que celui de Jupiter, mais néanmoins de forte taille par rapport à lui. Et puis, nous connaissons aujourd'hui 62 satellites autour de Saturne, il y a à peu près la même chose pour Jupiter, et puis de très nombreux anneaux. Deux petits satellites, Janus et Prométhée. Ici, une photo prise il y a 2 mois, Mimas et Pandora. Mimas qui fait 400 km de diamètre et Pandora qui en fait en gros 230. Encelade, c'est un petit satellite d'environ 500 à 600 km de diamètre qui présente des caractéristiques curieuses. Vous voyez ces traces ici. Et il a comme particularité, on pourrait penser qu'il va faire beaucoup plus chaud à l'équateur, comme ça se passe sur la plupart des corps. Et bien non, la température la plus chaude, c'est vers le pôle sud. Et Encelade, on voit en permanence des jets de vapeur, de cristaux de glace dans l'atmosphère. Alors l'explication provient encore d'effets de marée. Nous avons une glace dite chaude, si ça veut dire quelque chose, avec autour une glace froide, et il se produit des évents qui permettent
à de l'eau liquide ou à de la vapeur d'eau de s'élancer dans l'espace. On n'est pas encore sûr du mécanisme. Alors ici, c'est un clin d'œil. Voilà, vous voyez Saturne. Vous voyez ce petit point ici, et bien ce petit point, c'est la Terre. C'est la Terre vue de Saturne. C'était donc il y a une quinzaine de jours. Alors le plus gros des satellites de Saturne, de Titan, vu par la sonde Cassini. Alors voilà des brumes, disons de métal et autres composés du même genre. Le sol de Titan avec des rochers. Ces rochers étant de la glace, mais la glace à cette température-là, aux environs de moins de 200, c'est plus dur que de la roche chez nous. Quelques lacs de métal, et l'intérieur, bon, rien de bien particulier par rapport à tout ce que j'ai montré jusqu'ici. Neptune, avec 51 000 km de diamètre. Uranus, qu'est-ce que j'ai dit? C'était Uranus. Alors voilà donc Uranus avec ses anneaux et quelques satellites. Les anneaux ont été les premiers découverts. C'est les découverts après ceux d'Uranus. Voilà l'intérieur. Une couche nuageuse riche en méthane, ce qui donne sa coloration. Et puis ensuite une atmosphère d'hydrogène, d'hélium, de méthane et d'autres hydrocarbures. Et puis ensuite un manteau glacé et enfin des glaces et des roches pour former le centre. Voilà quelques-uns des anneaux. Là, on en connaît 11 actuellement. Le plus gros qui fait 100 km d'épaisseur et les deux satellites, Ophelia et Cordelia, qui font que ça reste un anneau. C'est ce qu'on appelle des chiens de berger qui ramènent des blocs de l'anneau qui voudraient s'échapper dans le droit chemin. Les 5 gros satellites d'Uranus, avec leur dimension, le petit Miranda, un peu moins de 500 km, 2 à environ 800 km et 2 à environ 1600 km. Après cela, on arrive à Neptune. Neptune avec sa grande tache sombre, mais ce n'est pas comme sur Jupiter, c'est-à-dire que depuis l'époque où on a pris ces clichés, eh bien, ces taches ont disparu et d'autres sont apparues. Donc, ce n'est pas stable, tout comme l'est la grande tache rouge de Jupiter. Et tout à fait comme pour Uranus, on retrouve exactement le même intérieur pour Neptune. Son gros satellite, Triton, qui fait 2700 km de diamètre, Néréide, qui n'en fait que 340. Et voilà, dans la région sud de Triton, ce qu'on voit là, ce sont des glaces. Et il y a des curiosités, voilà un geyser sur Triton. Regardez, voilà de la matière qui monte, et puis ensuite, la matière est déportée par la rotation de la planète, et nous avons sur une centaine de kilomètres, donc ce geyser. Donc, un nouveau type, alors ce sont des particules de glace, c'est un nouveau type de volcanisme. Nous n'avons pas seulement du volcanisme autour de l'eau, sur la Terre, et autour d'Encelade, nous en avons également sur Triton. Vous avez découvert ce volcanisme bien avant Encelade, par exemple. Il y a 4 anneaux autour de Neptune,
On vient de trouver le mois dernier un 14e satellite à Neptune. Le voici. Il est une vingtaine de kilomètres. Alors il a été découvert sur une vue qui avait déjà faite il y a un moment, mais seulement, comme il est tout petit, on ne l'avait pas trouvé. Ensuite, nous arrivons à Pluton. Voilà le cliché de la découverte, ce petit point qui s'est déplacé entre ces deux étoiles en quelques jours. Voilà Pluton tel qu'on le connaît par le télescope spatial. Alors nous savons que les dernières mesures nous disent qu'il fait 2306 km de diamètre. Nous en saurons un peu plus dans 2 ans, lorsque nous aurons été dans ses environs. En 1978, on a découvert son satellite Charon, qui est un très gros satellite, il fait 1207 km de diamètre. D'ailleurs, j'ai dit que la Lune nous présentait toujours la même face. C'est vrai pour les autres planètes du système solaire, les satellites présentent toujours la même face à leur planète. Eh bien, pour Pluton, non seulement Charon présente toujours la même face à Pluton, mais Pluton présente la même face à Charon. Le mouvement se fait en 6,7 jours. Alors les voilà séparés en 1990 grâce au télescope spatial. De nouveaux satellites ont été découverts en 2005, Nix et Hydra, qui sont plus éloignés. Vous voyez, voilà ici. Vous voyez, nous avons donc Pluton, nous avons Charon ici, et nous avons Nix ici et Hydra ici. Et puis, un quatrième qui a été découvert en 2011, P4, qui ne fait qu'une vingtaine de kilomètres, alors que les 2 précédents en faisaient 70. Et puis, en 2012, on en a trouvé un de plus qui est allongé, qui fait 10 km sur 25. Et, soyez tranquille, on en trouvera encore d'autres. Alors, New Horizon, qui se va vers Pluton et qui y arrivera le 14 juillet 2015. Alors je ne dis pas que je vous parlerai de tout ce qu'on a découvert sur Pluton en 2015, il faudra bien attendre l'année d'après qu'on ait toutes les informations. Et puis, après cela, on va trouver la deuxième ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper. Alors voilà un astéroïde intéressant qui se déplace assez loin. Il s'appelait au départ 2003 UB 313 et il porte maintenant le nom d'Eris. Et cet Eris, ça a fait que Pluton a été détrôné, vous voyez. Eris était un petit peu plus gros. On a trouvé d'autres satellites, d'autres astéroïdes de grosse taille. Mais en fait, en remesurant un peu mieux, on s'est rendu compte que Eris n'était pas si gros que ça, il ne fait que 20 km de diamètre de plus que Pluton, et peut-être bien que si on avait eu cette valeur dès le départ, on n'aurait pas déclassé Pluton. Mais ceci est une autre histoire. Donc, les 4 premiers ont été rebaptisés planètes naines, donc Eris, Pluton, Makemake et Ovéa, avec le plus gros des astéroïdes internes, Cérès, qui est plus petit que les autres, quand même. Alors, les comètes, voilà la comète Ouest, observée en 1976. Voici la comète Alba, en 92, avec, on voit bien la queue de poussière très inclinée, et la queue de plasma qui est très droite et part bien à l'opposé. Alors ceci est dû, disons, aux particules du noyau de la comète. D'une part, là, ce sont les particules électrisées du Soleil qui vont chasser les particules électrisées de la comète pour les envoyer dans l'autre sens.
Et puis là, c'est le vent solaire, les particules du vent solaire, qui vont agir sur les particules neutres de la comète pour donner ceci. Alors la sonde Giotto qui est passée à côté de la comète de Halley, voilà en 1986, donc elle voulait nous montrer le noyau, mais à l'époque on avait mal considéré les choses, on pensait que le noyau devait être lumineux, et donc c'est ce qu'on verrait sur la photo, mais non, le noyau il est là, le noyau il est très sombre, et il n'envoie que par quelques endroits de la poussière et des glaces sublimées, c'est-à-dire de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, du gaz carbonique et autres. Alors la sonde Deep Impact qui a été faire un tour dans toutes ces régions, elle était voir le noyau de la comète Tempel. Voilà, 10 ans après l'impact. La sonde Stardust, elle a été vers la comète Wild 2. Et voilà à quoi ressemble cette comète, une toute petite comète. Elle a ramené des particules qui sont arrivées sur Terre, et voilà les particules prises dans un gel qu'on a pu analyser, et elles nous montrent qu'elles sont principalement originaires de la nébuleuse présolaire, et la contribution de grains et de molécules organiques interstellaires est faible, mais elle n'est pas nulle. En juillet 2007, il a été, comme Stardust fonctionnait bien, on lui a donné une nouvelle mission et on l'a fait survoler la comète Tempel 1 pour voir un peu ce qui avait pu se passer entre-temps. Alors voilà, en juillet 2005, l'endroit où la sonde allait tomber, et voilà maintenant l'endroit, on ne voit pas de différence fondamentale, ça a un peu bouleversé la région, ça a un peu aplani vers cet endroit, mais c'est pas très net, les différences ne sont pas vraiment très nettes. Le Rosetta, qui va aller au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko vers le milieu de 2014. Entre-temps, il est passé à côté de l'astéroïde Stein, qui mesure en gros 6 km de long. Puis, il a survolé Lutetia 2010. Là, c'est déjà plus important. Vous allez le voir d'ailleurs ça. Là, voilà Lutetia. Regardez ce qu'on a déjà vu, Vespra, donc une quinzaine de kilomètres, Mathilde 55, Ida une cinquantaine, vous voyez, et Wild 2 il est là, et Stein, je ne sais même plus où c'est. Alors les comètes terminent leur vie de différentes façons. Des fois le noyau explose, c'est ce qui est arrivé à la comète Quest. Quelquefois elle tombe sur le Soleil. Bon là vous voyez que ça s'arrête avant de tomber sur le Soleil. C'est qu'en fait le Soleil il est difficile de le viser juste lui. Donc on met un disque qui nous le masque et on remet un faux Soleil pour donner une idée. En réalité la comète est tombée complètement dessus. Le noyau est tombé là. Et c'est la queue de poussière qui, dans son mouvement, reparaît de l'autre côté. Il ne reste plus rien de la comète. Alors, quelquefois, ça tombe sur une planète, comme dans le cas de la comète Shoemaker-Levy 9. Vous voyez, en 92, le noyau a éclaté, il s'est séparé en un certain nombre de morceaux. Vous les apercevez ici. Et entre le 18 et le 23 juillet 1994, ces morceaux sont tombés les uns après les autres sur Jupiter. Voici par exemple l'un des impacts. Bon, Jupiter a absorbé tout ça, ça y a fait en gros ni chaud ni froid. Nous, ça nous a fait plaisir. Et puis
puis, quelquefois, ça se dissémine dans l'espace, c'est-à-dire que toute la matière de la comète se répartit sur son orbite. Si on passe près de l'endroit où était le noyau, on va voir beaucoup de choses. Et ces choses, c'est quoi? C'est des étoiles filantes comme les Perséides qui commencent actuellement et qu'on verra mieux vers le 11-12 août. Et donc, chaque année, on retrouvera les mêmes choses et en fonction de la distance, disons, au noyau, on aura plus ou moins de ces étoiles filantes. Voilà, des belles vues. Bon, ça c'est un dessin. Et voilà une belle Perséide, vue il y a 2 ans. Vous voyez là où on était dans le signe, vous reconnaissez. Et là voilà Vega. On donnait ici Vega, et il nous manque Altaïr pour donner le triangle d'été, qui doit se trouver quelque part par là. Et puis, toutes les poussières qui traînent dans l'espace sont éclairées par le Soleil, et dans certaines circonstances où les alignements sont bons, on a la lumière zodiacale. Et voilà, nous en avons terminé avec ce système solaire. Si vous avez des questions à poser, j'y répondrai avec plaisir. Alors, qui a des bas? J'ai une petite question. Oui. Concernant la Terre et Mercure, Oui. il y a un noyau solide, ensuite on a une phase liquide, et ensuite en croûte on est solide. Oui. Comment est-ce qu'on explique cette discontinuité? Alors, dans le noyau solide, ce sont des corps très réfractaires. Et puis ensuite, on va passer des corps un peu moins réfractaires, donc ils vont conserver leur phase liquide. Et puis ensuite, ça va refroidir, et ça va donc donner quelque chose de solide. C'est en gros ce qui se passe pour la plupart des planètes. Oui. Qu'est-ce qui fait que les satellites ils présentent en général toujours la même face à la Eh bien, c'est qu'ils sont, comme je l'ai dit pour la Lune, ils ne sont pas totalement homogènes. Donc, ils se bloquent dans une certaine position. Ils veulent tourner, mais bon, ils sont un peu rattrapés. Et ça ne prend pas très longtemps, ça prend 100 000 ans, 200 000 ans pour qu'un satellite se bloque. Donc c'est juste une question de non-homogénéité. Vous avez parlé du champ magnétique de la Terre, Oui. en disant qu'il était entretenu par des mouvements de convection de fer de nickel dans le noyau externe. Il n'est pas engendré par ces mouvements. Par quoi il est engendré là? Je vous entends mal. Par quoi est engendré le champ magnétique terrestre s'il n'est pas engendré par... Ce qu'il a engendré au départ, on n'en est pas très sûr, mais on pense que c'était un champ résiduel dans la galaxie. Mais on n'en est pas particulièrement sûr. Donc c'est des choses qui demanderont encore à être étudiées. Heureusement, ça ne manque pas les choses à étudier. Encore une question. Est-ce que c'est vrai que les champs magnétiques des planètes et du Soleil sont reliés entre eux? Non. Non, il y a des champs qui sont à l'opposé. Et de toute façon, même le champ de la Terre, il change au cours. En gros, il s'inverse tous les 100 000 ans. Alors là, ça fait 700 000 ans qu'il ne s'est pas inversé. Mais ça a l'air d'être en train de venir. Le Soleil, c'est tous les 11 ans. Oui, c'est tous les 11 ans pour le Soleil, le changement. Oui. Vous avez bien dit qu'il y a des satellites qui ont eux-mêmes des satellites, quelque part. Non, des astéroïdes qui ont des satellites. Des astéroïdes. Oui. Est-ce que ça existe ça existerait une planète qui a un satellite, qui a elle-même un satellite qui aurait... On n'en a pas trouvé jusqu'à présent. Il n'y a pas, a priori, ça serait exceptionnel, mais je ne vois pas de raison pour laquelle ça n'existerait pas. Mais on n'en a jamais trouvé. Dans les anneaux de Saturne, il n'y a pas
Non, non, de toute façon, c'est des satellites de Saturne. Hein, il n'y a pas d'autres qui tournent autour. Hein. Dans le cas des lunes galiléennes, comment on explique le synchronisme des mouvements Alors, des c'est satellites? disons, des combinaisons mécaniques assez complexes, mais qu'on peut comprendre. Hein, c'est pas... Il n'y a pas une explication en 3 mots. Hein, on fait des calculs assez savants pour montrer que ça peut se produire et que c'est pas impossible. Comment se manifeste le volcanisme sur les autres planètes? Vous parliez d'une planète, je ne sais plus laquelle, où c'est à moins de 100 et le volcan est à 20 degrés. Quelle est la manifestation de ces volcans? Eh bien, ça envoie essentiellement sur Io, c'est du soufre, des composés sulfuriques, sulfurés. Il n'y a pas besoin sur Triton, par exemple, où on est à plus de moins de 100 degrés, ça envoie des paillettes d'azote, des choses comme ça. Hein. C'est du volcanisme quand même. Une petite question par rapport à Io et Jupiter. L'année dernière, j'ai pu écouter donc les interactions magnétiques entre Io et Jupiter, qui fait une sorte de craquement. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus ou... Jupiter a un champ magnétique qui est sans comparaison avec le nôtre. Hein. C'est pas... et quand Io pénètre dans le champ magnétique, il va court-circuiter un certain nombre de composantes de la magnétosphère de Jupiter. Et donc ça va interagir. Hein. C'est ça, tous les craquements, ils viennent de là. Hein. Ça fait que Io en plus, c'est ça qui est étonnant. Ouais. Oui. À partir de quel diamètre un astéroïde a la forme d'une sphère? 500 km en gros. Ouais, ça, mais il y a des exceptions. Ça dépend de la masse du... ça dépend de la composition. Mais ils ont tous des compositions assez analogues. Alors il y en a où on ne comprend pas très bien pourquoi un tout petit comme Limace, qui fait 400 km, 390, est bien rond, et puis d'autres beaucoup plus gros qui sont assez allongés. Alors des fois on suppose qu'ils ont reçu des chocs. Mais enfin, la taille normale, c'est 500 km. S'ils ont une composition normale. En gros, c'est l'histoire qui s'explique assez bien. Si vous mettez des briques les unes sur les autres, ça marche bien jusqu'à un certain moment. Et puis au bout d'un certain temps, ça s'écrase. Parce que vous avez été plus loin que la résistance des briques. Et donc, en gros, pour la rotondité, c'est la même chose. Quand on a empilé trop de trucs, ça finit par faire craquer. Hein. Et ça donne donc quelque chose de vrai. Est-ce qu'on a une estimation du temps pendant lequel la Terre va continuer à se refroidir? Je suis toujours étonné de savoir que la Terre est très chaude à l'intérieur et qu'elle est baignée dans une atmosphère à moins de 273 degrés. Donc ça devrait aller vite. Oui, ça irait vite s'il n'y avait pas de radioactivité à l'intérieur de la Terre. Donc c'est alimenté. C'est alimenté continuellement et donc ça ne va pas se refroidir rapidement. Hein. Justement, ces éléments radioactifs, ils ont une certaine quantité, après, au bout d'un certain temps, ils vont être épuisés. Ah oui, au bout d'un certain temps, ça s'arrêtera, mais je pense que la Terre n'existera plus à cette époque. Hein. C'est comme pour la Lune, pourquoi la dissymétrie s'explique aussi par le fait que lorsqu'au départ, il y avait une certaine dissymétrie petite, mais la partie la plus dense a récupéré les matériaux les plus radioactifs, et donc elle a entraîné encore du mécanisme du chauffage, hein, et ça n'a donc pas... ça s'est différencié encore plus vite.
J'ai une question sur les structures internes des planètes, et notamment la Terre. On a l'impression que c'est une certitude, en fait. Est-ce que c'est pas seulement des hypothèses? Est-ce avec quel degré de certitude on peut affirmer que les planètes ont bien cette composition interne? Disons qu'il y a des tas de phénomènes qui concourent pour dire que c'est bien comme ça que ça se passe. Dans les détails fins, il peut y avoir encore des modifications, ça c'est évident. Hein. Mais qu'il y ait des modifications en profondeur, sûrement pas. Si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là.